Donc c'est ça, ce soir, comme je vous dis, on n'est pas là pour un grand cadre théorique sur la répression politique. Pour voir un peu à quoi ça peut ressembler une commission populaire sur la répression politique, on s'est dit qu'on allait vous livrer des témoignages ce soir, ce qu'on considère comme étant des témoignages exemplaires de personnes ou de groupes qui ont subi de la répression politique. Ça va nous donner un peu une petite idée de à quoi on peut s'attendre dans le cadre des audiences de la commission populaire. On va avoir Maxence Valade, Bruno Massé, on va aussi avoir Sophie Desbiens, Alexandre Popovic, puis quelqu'un de la gang de la Charte des distractions pour venir nous parler de répression politique. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à regarder le petit vidéo qui est sorti cette semaine par le comité organisateur de la Commission populaire sur la répression politique. Et avant de le présenter, je voudrais dire un gros merci à Martin Bourgault et à Anne-Dominique Morin qui ont travaillé très fort sur ce vidéo-là pour nous sortir quelque chose de vraiment intéressant. Bonjour, vous êtes intercepté pour vous identifier positivement. L'article 31 du Code criminel, violation de la paix. Les policiers, ils ont fait le job. Je m'excuse, là. Quand tu te magasines des claques à la gueule, ça se peut que t'en reçoives une coupe. Parce qu'être écologiste, socialiste, anarchiste, communiste, en place sous surveillance, sous écoute et sous infiltration permanente. About to be really bad. La loi 78, ça donne une large marge de manœuvre excessive aux policiers. Je refuse que tu fouilles mes sacs. Moi, le fier pareil. Je refuse, je ne consens pas. Dès que tu contestes l'ordre établi, tu risques vraiment des blessures physiques. Je me suis fait frapper à la tête parce que j'ai aidé un gars qui voulait se relever. Si je m'étais fait blesser, c'était de ma faute. Des balles de plastique. 437 piastres pour parler dans un mégaphone. I got one for making a sound in public. Et les manifestants qui ont encore lancé des pierres aux policiers. Colle-toi pas proche des policiers comme ça, on n'aime pas ça. On a besoin d'une bulle pour travailler. Rien, absolument rien, ne peut justifier l'intimidation ou la violence. Il n'y a pas de justification. Les doigts dans les yeux, c'est beau, hein? Est-ce qu'il y a une utilisation pour le poivre de Cayenne? Très rare. Puis je suis apporté à dire non. C'est une fasciste! Ils visent les gens qui sont témoins. C'est sûr que Gamma, c'est un pas de plus vers la criminalisation de la dissidence, juste le droit d'avoir des idées différentes. Les gens qui étaient masqués et habillés en noir, c'est une source de danger qui représente une menace, c'est clair. Merci Martin, merci Anne-Dominique encore pour cet excellent travail. Alors, pour commencer cette soirée de témoignages exemplaires sur la répression politique, j'inviterai Maxence Valade à se joindre à nous. Donc, on s'est dit qu'on commencerait avec un témoignage un peu plus contemporain, disons, de la répression politique, quoique, cependant, la Commission populaire sur la répression politique ne va pas viser uniquement des témoignages qui concernent le printemps érable, comme on a pu l'appeler, ou la grève de 2012. C'est une commission populaire qui vise à entendre des témoignages sur la répression politique entre 1990 et actuellement, en fait, mais on se disait que c'est intéressant de commencer avec la période. Donc, j'inviterai Maxence. Oui, salut. Ouais, ben, je tiens à mentionner que je suis un peu mal à l'aise avec la forme que ça prend. En fait, la répression politique, pour moi, c'est extrêmement large. J'avais de la misère à structurer mes idées par rapport à ça, fait que j'ai écrit 4 feuilles.
qui sont supposés structurer mes idées, mais ça se peut que ça soit pas le cas. C'est ça, je vais essayer de me dépêcher. Si vous avez des commentaires, critiques, retours, expériences, n'importe quoi, je vous incite à intervenir pour pas que ce soit juste moi qui soit sur une salle plus haute que vous qui parle, genre. Fait que si vous avez des insultes à me faire, vous m'écrirez dessus, ça va être merveilleux. Ouais, puis je savais pas trop à qui j'allais m'adresser en fait en venant ici, fait que je sais pas trop ce que j'ai fait. On va voir si ça va être bien. Fait que c'est ça. Je tenais à vous témoigner de mon expérience de la répression politique et policière, tout en espérant que vous ferez de même lors de cette commission d'enquête qui va avoir lieu. Si c'est un moyen de se regrouper, d'être capable de créer de la puissance entre nous, une certaine solidarité face à cette répression politique-là, puis un moyen de retourner dans la rue, de retrouver cette force-là active qu'on avait au printemps il y a de ça quelques années, 2 ans, si je ne m'abuse, ça serait merveilleux. Sur ce, comme la camarade ici l'a dit plus tôt, il y a des manifestations, notamment demain il y en a 3 à l'UQAM, une à 10h30 contre la précarité contre le plan directeur de l'immobilier de l'UQAM, une à 12h30 dans l'Agora juste en sortant du métro à Berry-UQAM contre la précarité des travailleurs et des travailleuses étudiantes, et une à 15h au parc Émilie-Gamelin contre la vidéosurveillance à l'UQAM. Et le lendemain, jeudi, à 14h, contre les mesures d'austérité en général, encore une fois, au parc Émilie-Gamelin. Sur ce, ouais, c'est ça, je voulais juste mentionner avant de commencer que j'ai de la difficulté à concevoir la répression avec un certain centre de pouvoir ou appartenant à l'appareil policier, à l'appareil économique, à l'appareil médiatique. J'ai de la misère avec ces termes-là en général. Je pense qu'il faut concevoir le pouvoir ou la répression comme circulant et non comme étant fixé dans des centres. Bref, c'est un peu ça que j'essayais d'exprimer par ce que j'écrivais de manière broche à fouille. Oh oui, ça bug, ça, c'est incroyable. Ok, sur ce, beaucoup de personnes ont été surprises de la répression subie pendant la grève. Beaucoup de personnes semblaient penser qu'un changement de gouvernement allait apaiser l'appareil policier et le rendre plus clément envers la population dite citoyenne qui nous entoure. J'ai de la difficulté à interpréter les actions de la police pendant la grève comme relevant d'une exception, voire d'une certaine dérive, comme le titre d'un certain film. Je crois que nous vivons dans une société que nous pourrions qualifier de disciplinaire. Quotidiennement, les personnes les plus marginalisées subissent de plein fouet une violence qui tente de se cacher derrière la correction et le bon redressement. La société est fragmentée par la distinction entre le bien et le mal, entre le coupable et l'innocent. Si la grève a été l'occasion pour de nombreuses personnes d'entrevoir le caractère répressif de l'État par le biais de la violence des forces policières, il ne faut pas oublier que la police ne faisait qu'assumer son rôle normal. La différence cette fois-ci, c'est qu'il était accessible aux yeux de la population. D'une part, les arrestations et les procès qui s'en suivaient servaient à l'exercice d'une tentative de dressage. Le stress, les escarmouches familiales et les conditions imposées après la libération s'exprimaient et s'expriment encore aujourd'hui, bien malheureusement, comme des contraintes manifestes qui tentent d'élever un citoyen régi ou une citoyenne, régi à la norme morale en place. Conséquence d'une justice qui vise à punir, éduquer, réformer pour que le sujet du pouvoir réintègre la masse des serviles citoyens. Puis bon, ça c'est si tu as accès à l'appareil juridique justement, parce que l'aide juridique n'est pas accessible à tous et à toutes, c'est à peu près 10% de la population qui y a accès, plus ou moins, mais à peu près 10%. Puis sinon des avocats ça coûte cher, extrêmement cher. Puis bon, merci à certains avocats, notamment Denis Poitras ici présent, qui défendent des causes nobles et vraiment bien, qu'on en a besoin beaucoup, qu'ils le font avec acharnement. C'est ça. Bon, d'autre part, pendant la grève, de nombreuses personnes ont subi les capacités, expérimenté en fait les capacités techniques des forces anti-émeutes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'imagine que vous les avez subis autant que moi, puis vous pouvez en témoigner. Puis je pensais que c'était important de prendre plus une considération sur le pouvoir ou la répression qui s'exprime actuellement selon moi, tout en faisant un retour sur le printemps ou sur la grève en fait. C'est ça. Fait que ce que je retiens du printemps n'est pas nécessairement la répression. Au contraire, c'est la capacité d'une multitude de personnes de confronter cette répression, de vivre en commun, de se rencontrer dans la rue, de délirer ensemble, sautillant autour d'un feu ou d'un slogan.
Une impression d'exister, de jouir et de se débarrasser de ces déplacements structurés et méthodiques au sein de cette moribonde platitude structurée autour du métro boulot dodo. Aujourd'hui, comme vous le savez sûrement, les règlements P6, 500.1, énumérez-les, le règlement fédéral contre les masques qui peut donner 10 ans de prison si t'es accusé d'avoir participé à un rassemblement déclaré illégal avec un masque. Bon, il y en a plein, là. Il y en a dans la ville de Québec, à Longueuil, ils utilisent 500.1, à Montréal, c'est P6, il y en a à Toronto, il y en a à Vancouver, name it. Puis bon, ça c'est bon. Bien entendu, moi je parle de mon point de vue, là, mais il y a aussi tous les règlements qui sont subis par des Autochtones sur la rue. D'ailleurs, la commission s'en va à Maniotenam puis à Kanesatake, si je ne me trompe pas. J'aimerais ça. Je pense que oui. En tout cas, fait que ça, c'est vraiment quelque chose de bien que bon, la commission publique du gouvernement sur la répression policière ne fait absolument pas. Je n'ai pas besoin de vous le mentionner, je pense. C'est ça. Fait que cette année, la manifestation contre la brutalité policière a même pas pu un peu se tenir. Pas qu'elle se tient souvent, mais là, c'était même pas un peu, tu sais. Ce qui est plutôt grave. D'ailleurs, le 22 avril à 16h, il y a un rassemblement devant la cour municipale au 775 Gosport à Montréal pour protester contre cet événement-là. Donc, je vous invite à y être. Bon, il y a aussi un itinérant qui s'est fait tirer proche du métro Berry-UQAM. À Boulpertan, quand il y avait 2 autos de police devant cet itinérant-là, que la situation, bon en fait, je déteste les flics, là, je pense que vous vous en doutez, mais ils sont quand même, s'il y a une chose pour laquelle ils sont formés dans la vie, c'est probablement maîtriser ce genre de situation-là. Ils ont commandé un fusil taser, le taser n'est pas arrivé, ils ont juste tiré sur la personne est morte, cas typique du truc. Puis ce que je trouve encore plus, représentatif de la situation dans tout ça, c'est qu'il y a eu une déclaration d'enquête par rapport à ce cas-là qui a été faite par la suite, mais une fois qu'on a appris que cet homme-là, qui était un itinérant, a vécu au préalable une vie totalement normale, qu'il avait des enfants, que c'était pas un drogué, qu'il n'y avait pas de maladie mentale, etc. Quand on analyse ça, je déteste les statistiques de la sociologie, même si j'étudie là-dedans, mais bon, quand on analyse ça de manière statistique, les coupables sont proportionnellement à la population itinérante à Montréal. Il y a beaucoup moins de coupables itinérants que de coupables citoyens et citoyennes dites normaux, idéalisés, machin. Fait que je trouve ça encore plus éloquent de la situation quand on fait des commissions d'enquête sur un cas comme ça, quand on apprend par la suite, par le biais des médias, que cette personne-là était une supposée personne normale, comme un flic ou une flic peut être une personne normale, en fait. Fait que c'est ça. Sinon, on n'est plus beaucoup dans les rues présentement. Les gens ont peur, ils n'ont pas le temps parce qu'ils doivent payer leur appartement, leurs dettes, leur devoir moral envers la société dite normale. Leurs amendes, effectivement, très bon point. C'est clair. Et ils peuvent avoir peur aussi de la répression subie au préalable, etc. C'est plein de causes qui sont là-dedans. Mais bon. Puis, selon moi, il y a aussi le fait que les gens ont peur de la différence, ont peur de la marginalité, ont peur de ce qui se présente, qu'ils conçoivent ce qui se présente devant eux dans la rue, notamment ce qui s'est passé pendant la grève, comme une opposition à leurs propres valeurs ou à leurs propres principes, qu'en fait, c'est vraiment de l'autocontrition de leur part, selon moi. C'est ça que j'entends quand il n'y a pas nécessairement de centralité au pouvoir. Les mécanismes de pouvoir sont beaucoup plus diffus dans la société, puis se sous-tendent aussi, là, je pense. C'est ça. Puis bon, pendant la grève, cette répression-là, elle s'exprimait même au sein des militants et des militantes en manifestation. Il y avait ce qu'on appelait les imagistes ou encore les pacifliques, qui étaient des gens qui intériorisaient un pouvoir plus subtil, qui prenaient ce pouvoir-là et qui sortaient des manifestants, des manifestantes dites violents ou violentes des manifestations. Puis ils le faisaient physiquement, parce que bon, les mauvais ou mauvaises manifestants-manifestantes créaient apparemment la brutalité policière. C'était de la faute des gens qui lançaient des roches sur les vitres s'il y avait de la brutalité policière. Ce qui est vraiment incroyablement fou comme la structure de renvoi qu'il y a là-dedans. Mais bon. Puis ça, ce genre de pouvoir-là, selon moi, c'est beaucoup plus difficile à cerner, beaucoup plus difficile à lutter.
c'est beaucoup plus difficile de lutter contre cette forme de pouvoir-là que des bombes assourdissantes, des flashballs, des blagues de plastique, peu importe. Parce que ça, tu le vois, c'est devant toi, tu peux l'expérimenter, tu sais, les gens dans la rue sont sortis, selon moi, notamment à cause de ça, mais c'était pas parce que Gab Nadeau était dans les médias pendant 5 mois, après 5 mois, qu'il disait encore que la hausse c'était pas gentil, à des gens qui pensaient que la hausse était gentille. C'est aussi parce qu'il y a une capacité de puissance qui émanait directement de la situation, puis les gens se révoltaient parce que c'était visible, parce que des formes vraiment oppressantes étaient visibles. Puis bon, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle On s'en calisse, je vous invite à le lire, c'est un très bon livre. Il y a une partie que je voulais citer qui parle justement de ce phénomène-là des imagistes. Puis c'est un témoignage en fait. Ça va comme suit. Comment réintégrer une foule qui me rejette, de la même manière qu'un corps rejette une transplantation mal effectuée, qui me livre au moins des policiers en disant « Elle a tenté de s'organiser contre la violence de l'État ». Cette foule ennemie, fascinée par son propre reflet, reproduite 1000 fois sur tous les écrans, qui croit qu'elle se doit d'être belle et inoffensive. Les poules pas de tête n'ont pas de face. Ouais, c'est ça. Puis bon, cette répulsion, là, on l'a quand même expérimenté à la fin du mouvement, quand on a dû se confronter à notre propre démocratie directe qu'on avait instituée, qu'on concevait comme des mécanismes légitimes avec des procédures légitimes, mais qu'on a été obligé d'accepter comme une certaine autorépression, le fait de retourner en classe, puis de soumettre notre mouvement à des élections qu'on anticipait comme étant insipides, puis qui allaient servir à rien ou même à aggraver la situation. Puis bon, ça, c'est aussi un genre d'autorépression qu'on s'est imposé, selon moi. Collectivement, bien entendu. J'ai presque fini, hein. Je sais pas si je commence avec gossant. Vous me lancez des tomates. Ok, c'est bon. Je veux pas vous réprimer et tout. C'est drôle. Oui. Donc, cette violence était également présente au sein des familles qui parlent soi-disant pas de politique normalement, surtout pas à Noël. Hein. C'est dangereux de parler de politique à Noël, faites pas ça. C'est le fun. Moi j'aime ça. Ça met de l'action un peu. Parce que, et qui ensuite interdisent à un membre de leur famille d'assister au souper, au souper ou même à venir dans la maison des détenteurs de cette maison. Parce que toute la complexité de cette personne-là est réduite au terme de casseur, quoique cette personne-là peut ne pas être très bien pas être violente, c'est juste qu'elle avait un carré rouge sur elle. C'est un phénomène un peu louche. Puis cette répression ordinaire tendue dans les mailles de la normalité me semble bien plus dangereuse que la violence des forces de l'ordre, puisqu'elle sous-tend, parce que celle-ci l'encourage, la sous-tend, voire l'applaudit. Par ailleurs, on a vu, tu sais, là c'est un cas, mais il y en a eu plein, là, on bloquait des gens, bloquer un édifice, puis bon, il y a des gens qui se sont fait casser des membres là-dedans, puis des trucs comme ça. Puis en même temps, de l'autre côté de la rue, t'as des flics, puis de l'autre bord des flics, t'as des individus qui se trouvent plus intègres que toi parce qu'ils payent des impôts de manière normale, parce qu'ils sont plus solvables que toi, parce qu'ils sont tout ce qu'il y a de plus normal en fait. Puis bon, ces individus-là, quand il y a du monde qui se font péter des membres, se permettent d'applaudir les flics devant toi, quand tu essaies juste d'exister en fait, là. Selon moi, cette capacité parce que moi, je conçois vraiment comme une capacité d'autorépression chez les gens, mais c'est beaucoup plus grave que les forces de l'État et les flics. C'est pas plus grave, c'est juste différent. Ouais. Bon. Puis, par contre, là, avoir le courage de retourner dans la rue le lendemain, de crier n'importe quoi à l'unisson, vivre des moments d'exaltation commune, se sentir capable avec plein de personnes de résister aux assauts des flics, frissonner à chaque bombe, à pouvoir se serrer les coudes, se donner des câlins après le soir pour surmonter le stress, ça c'est de la puissance. Bref, je pense pas avoir une expérience si particulière de ça à partager de la répression pendant la grève. Je pense que vous en avez tous et toutes une, que c'est intéressant de la partager ici. Mais j'ai vraiment hâte qu'ensemble on retourne dans la rue, puis que notre société surpasse les élections puis la répression généralisée, parce que en fait c'est ça, c'est vraiment dégueulasse. Puis j'ai hâte qu'on réexiste ensemble, parce qu'en attendant la répression politique, tu sais, il n'y a pas nécessairement de point à mon texte, c'est un peu genre tout ce qui nous entoure selon moi malheureusement. Puis le seul moyen de résister, c'est de résister puis de faire ce dans quoi on est bon et bonne. Fait que merci. Si vous avez des commentaires, je vous invite à venir au micro. Merci beaucoup, Maxence, d'avoir cassé la glace comme ça. La répression politique, ça touche le mouvement étudiant, ça touche
le mouvement anticapitaliste, ça touche le mouvement féministe, ça touche aussi le mouvement écologiste. Et on trouve ça important ce soir d'avoir aussi un témoignage de la part d'une personne qui s'implique dans un groupe écologiste. Donc j'inviterai Bruno Massé à venir nous rejoindre en avant. Et j'ai une petite demande de la part de Ando, notre gardienne du sentier de la soirée, qui demande si les personnes sont mal à l'aise d'être prises en photo ce soir, de venir m'en parler à l'avant pour qu'on puisse arranger tout ça. Donc, merci Bruno, du regroupement écologiste. Non? Bon, bonsoir. Alors, ben c'est ça, moi je viens du réseau québécois des groupes écologistes. Donc, c'est pas un groupe écologiste terrain comme tel, on est un regroupement. Alors, c'est sûr que mon intervention va être un peu plus générale, un peu plus macro. C'est quoi le réseau québécois des groupes écologistes, communément appelé RQGA? C'est un regroupement, mais c'est le regroupement des organismes communautaires en environnement. Donc, dans le milieu communautaire, on a peut-être une vingtaine de secteurs, les sans-emploi, les femmes, la santé, les services sociaux, mais il y a le secteur environnemental, et puis, nous, finalement, on est le regroupement de ces groupes-là. Donc, on a 80 groupes à travers la province qui travaillent sur à peu près tous les différents dossiers environnementaux au Québec. Donc, ils sont un peu partout. C'est beaucoup des groupes citoyens, en fait, des petits groupes qui sont vraiment dans les différentes régions du Québec. Il y a certains groupes qui sont un peu plus gros, comme par exemple la QLPA, la Fondation Rivière, le Centre d'écologie urbaine. Et dans le fond, individuellement, on rejoint environ 50 000 personnes. On est là depuis 1982, ce qui veut dire qu'on a vécu, dans le fond, dans notre histoire, la majeure partie du mouvement environnemental au Québec. Donc, on en a vu des trucs. Le mouvement environnemental, c'est sûr que là, ça fait à peu près 50 ans qu'il existe. On a constamment été appelé à rentrer dans les conflits, faire de la confrontation, puis on a été réprimé assez largement depuis les années 60. On a été la victime de plein d'expériences de contrôle social, répression, etc. Mais c'est sûr qu'il y a comme un phénomène qui s'intensifie depuis, je dirais peut-être depuis la fin des années 90. Nous, on le documente, puis on sait qu'au Québec, nos groupes expérimentent ce genre de choses-là. En même temps, on s'intègre aussi dans les droits humains, aussi en solidarité avec les autres mouvements sociaux, par exemple le mouvement des femmes. Parce que il y a comme beaucoup de liens à faire entre nos luttes, aussi de plus en plus avec les Premières Nations. Alors bref, la question de la répression politique, c'est ça, si on voulait comme la situer un peu dans le temps, là, nous autres, on voit beaucoup le moment dans les années 80 où est-ce que le mouvement était quand même assez fort et puis dérangeait vraiment beaucoup. Quand le bateau de Greenpeace, le Rainbow Warrior, a été coulé en 85, c'était par les services secrets français qui ont vraiment mis une bombe et qui ont tué un photographe qui était sur le bateau. Donc ça, pour nous, ça a quand même ponctué un certain moment parce que pour que les services secrets rentrent sur ton bateau puis le coulent et tuent quelqu'un, c'est quand même assez important. Mais c'est quelque chose qui s'est inscrit dans une tendance plus à long terme. À partir des années 90, on a commencé à référer à ce qu'on appelle la peur verte. La peur verte, c'est quoi? C'est une référence à la peur rouge, le Red Scare, qui était les deux grandes vagues de répression qu'il y a eu contre les communistes dans les années 20-50, qui étaient vraiment des moments de gros recul pour les droits humains. Peur verte, donc, à partir des années 90, où est-ce que de plus en plus on essaie de lier l'action des groupes écologistes avec le terrorisme. Donc on commence à s'opposer au terrorisme, puis on se rend compte que le terme terrorisme, c'est comme une espèce de terme valise qui peut servir, qui peut être super utile quand tu veux marginaliser et réprimer tes opposants et tes opposantes. C'est après les attentats du 11 septembre, en fait, que le lien vraiment entre écologie et terrorisme est fait. C'est un témoignage qu'il y a, je pense, en 2002 au Congrès américain, où est-ce que le mot éco-terroriste est employé pour la première fois, là, dans un contexte très formel. Et puis, à partir de ce moment-là, ça a la cote. Ce qui est important de mentionner, c'est que quand on parle d'éco-terrorisme, on parle en fait d'actes qui sont du vandalisme et de la libération des animaux. Fait que là, il faut s'imaginer que c'est à partir de ce moment-là qu'on désigne qu'un crime qui, en fait, ne remet pas en question comme la vie ou l'intégrité d'une personne,
Dans aucun des actions des groupes qui étaient visés, il n'y avait jamais personne qui était blessé. Mais on blessait quand même des choses, du matériel. Et ça, il y a comme une espèce de glissement sémantique. On a commencé à dire, ben ça c'est de l'écoterrorisme. Et ça, ben, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les autorités avaient de plus en plus de pouvoir en fait pour intervenir contre des groupes écologistes, donc faire de l'écoute électronique, perquisition sans mandat et des peines de prison qui devenaient vraiment grosses. Donc vous avez peut-être entendu parler du cas assez célèbre de Jeffrey Lewers, qui est un militant qui avait incendié, je pense, 2 SUV, des camions en 2001. Et puis un juge de l'Oregon lui a donné 22 ans de prison. Puis il y avait comme 40 000 $ de dommages, tu sais. Donc 22 ans de prison. Puis bon, finalement, après ça, le jugement a comme été... en fait, la peine a été réduite parce que là, quelqu'un, quelque part, s'est rendu compte que ça n'avait aucun sens. Et puis, mais c'est juste pour donner une idée un peu du ton. C'est 22 ans de prison pour avoir incendié 2 SUV. Après ça, ben, il y a eu plusieurs opérations policières. Je vais vous passer les détails. Mais bon, c'est ça, ça a quand même donné le ton. Et puis, au Québec, comment est-ce qu'on a vécu ça? Évidemment, on est dans un pays riche. Fait que la façon que nos groupes se sont fait réprimer, c'est quand même assez sensiblement différent de la façon dont les groupes écologistes, par exemple, se sont fait réprimer en Amérique latine. Mais c'est certain qu'en s'opposant aux compagnies minières, en s'opposant à tout plein de projets d'extraction des ressources naturelles, bien, on a choqué énormément. On a choqué les gens au pouvoir, tant au gouvernement que dans l'industrie. Et puis, la première forme de répression politique qu'on a vu mis en branle de façon quand même assez importante, c'est les poursuites bâillons. En anglais, on appelle ça des SLAP, des Strategic Lawsuit Against Public Participation. C'est quand une compagnie va poursuivre en fait, des individus pour des millions de dollars en dommages pour diffamation. Donc, dans l'espoir de faire taire la contestation. On a vécu plusieurs cas au Québec, vous avez déjà vu là, les procès qui ont impliqué Éco-Société, la compagnie Petrolia contre Hugo Lapointe, les citoyens de Kentley, dans le cas d'un dépotoir. La QLPA, actuellement on a le procès de la corporation Val-Jalbert contre Nicolas Andrade, qui avait fait un site web satirique, donc il se fait poursuivre. Et puis, ben, il y a le groupe Greenpeace, en fait, qui se fait poursuivre par la compagnie Résolu, qui a anciennement été Abitibi-Bowaler dans le coin du lac Saint-Jean. Et ils se font poursuivre pour, je pense, 7 millions, mais leur siège social est à Toronto, donc ils se font poursuivre en Ontario. Donc ça, c'est des poursuites bâillons. Alors, pas besoin d'amener la matraque, il suffit d'envoyer une mise en demeure, de faire des poursuites. Nous, au RQGA, on a été, avec la Ligue des droits et libertés, on a été au front sur cette question-là. Pendant des années, on a travaillé très fort, on a fait une tournée québécoise aussi pour informer les citoyens et citoyennes de où est-ce qu'on en était avec ça, c'était quoi les recours. Et puis, on a réussi, en fait, à faire intégrer une procédure, en fait, qui est la loi 9, qui peut faire tomber certaines poursuites bâillons. C'est comme ça, notamment, que Hugo Lapointe a réussi à faire tomber la poursuite bâillon de la compagnie Petrolia contre lui, et après ça, de poursuivre la compagnie Petrolia pour un montant d'argent, d'ailleurs, qu'on n'a jamais su, mais finalement, c'est la compagnie Petrolia qui a perdu en cours. Donc ça, on s'entend que c'est toute la répression qui est vraiment judiciaire, qui se déroule avec des avocats. Mais ça n'en est pas quand même, c'est que ça reste quand même très difficile émotionnellement pour les personnes qui sont impliquées là-dedans. C'est des procès qui peuvent durer pendant des années. Et quand tu as comme des millions aussi, tu te fais poursuivre pour des millions, c'est un peu dur de dormir la nuit. Donc ça, c'est un truc. Mais bon, c'est sûr que dans des trucs plus concrets, on a vu aussi des arrestations, notamment dans le cas des Premières Nations, la communauté Innu, qui avait bloqué la 138 pour s'opposer notamment au plan Nord, et puis qui finalement ont été arrêtés. Il y a eu des injonctions, l'anti-émeute qui est débarqué. Cet automne, il y a eu une arrestation devant les consultations, consultations entre guillemets, du pipeline de la ligne 9B, Enbridge. 30 personnes qui se sont fait arrêter juste pour être allées manifester. Nous, au RQG, on dépose en fait la plainte à la Commission des droits de la personne pour ces 30 arrêtés-là. Il faut que ça passe par un groupe. Donc on fait ce suivi-là. Et puis, il y a eu d'autres cas aussi, plutôt quand même assez spéciaux dont je pourrais parler. Il y a un groupe de défense des droits des animaux, le Stop Huntington Animal Cruelty, qui s'appelle SHAC,
qui était c'est ça, Shack, c'est un groupe international, mais il y avait une cellule ici au Québec. Et puis, c'est un groupe qui faisait des manifs contre une compagnie qui faisait des expérimentations sur les animaux. Et juste en faisant des manifs, à force de faire des manifs, ils se sont fait arrêter plusieurs fois, se sont fait donner des conditions assez extravagantes. Et à un moment donné, ont été perquisitionnés chez eux. Perquisitionnés pour des accusations de méfaits. Donc, c'était à peu près quelque chose de nouveau, une nouvelle étape, parce que les accusations de méfaits, c'est quand même, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, mais perquisition, donc la police est arrivée et saisit les ordinateurs et tout. C'est le genre de traitement, normalement, qu'on réserve aux gangs criminels, mais eux autres, c'est des gens qui faisaient des manifs. Alors, finalement, il y a un des activistes, d'ailleurs, qui a fait 30 jours de prison, parce qu'il a récidivé, puis continué à passer des tracts dans le métro, notamment. Alors, pour nous, c'est clair que c'est la répression politique. Pourquoi la répression politique contre les écologistes? Bien, c'est assez clair que notre discours, en fait, a toujours, quand je parle vraiment de groupe écologiste, je parle pas de groupe de développement durable, mais notre discours a toujours été assez foncièrement anticapitaliste. Même si ce n'était pas ouvertement affiché, par les implications de ce qu'on demande, la façon dont on s'oppose au projet, puis nos arguments, c'est clair qu'il ne peut pas y avoir de protection environnementale dans le système actuel, le système économique actuel, donc on est anticapitaliste. Et puis, évidemment, ça choque énormément, mais c'est parce qu'en même temps, ça attire la sympathie, puis ça fait du sens. Et puis, en réponse, l'élite politique, mais aussi les compagnies privées ont déployé des efforts énormes pour nous contrer. Je pourrais vous nommer un peu, en fait, il y a eu, en 2011-2012, on sait que la GRC a émis des bulletins d'alerte pour essayer d'avertir contre le mouvement d'opposition au gaz de schiste au Québec. Alors, il y avait, c'était l'équipe des renseignements relatifs aux infrastructures essentielles de la GRC qui mentionnait un risque que les compagnies et les personnes impliquées dans l'industrie des gaz de schiste puissent être la cible d'éléments radicaux du mouvement environnemental. Et puis, ils ont fait d'autres corollaires avec l'industrie des sables bitumineux et du nucléaire, comme quoi ce serait la même gang qui s'opposerait au pipeline, mettons, Manitoba, et puis au gaz de schiste ici, puis qu'on aurait une espèce de réseau super pan-canadien d'espions qui vont faire exploser des pipelines. Fait que il y a eu comme 2011-2012, après ça, février 2012, ça c'est un de mes préférés, le gouvernement Harper, qui publie un document qui devait déterminer la stratégie antiterroriste domestique. Donc, comment on lutte contre le terrorisme au Canada. Et dans ce document-là, qui s'appelle « Renforcer la résilience face au terrorisme », on réfère à des groupes extrémistes. Et qui sont les groupes extrémistes qui pourraient être des menaces terroristes potentielles? Les groupes qui militent pour les droits des animaux, les environnementalistes et les anticapitalistes. Alors, des menaces terroristes domestiques potentielles. Et puis, on sait après ça que le ministre Joe Oliver, qui est le ministre des Ressources naturelles, qui est appelé à devenir d'ailleurs le ministre de l'Économie, qui traitait ouvertement les environnementaux, puis là, il visait Greenpeace, donc il traitait les gens de Greenpeace de radicaux. Les gens de Greenpeace de radicaux. Et puis, dans le fond, n'importe qui s'oppose au projet de pipeline sont les radicaux. Donc, on se retrouve dans une situation où est-ce que l'élite politique nous méprise ouvertement et les membres de l'industrie, évidemment, aussi nous méprisent ouvertement. Fait que c'est comme une espèce d'alliance. Au Québec, l'État a comme abdiqué son rôle de protection des ressources. Notamment dans le cas de l'exploration pétrolière en Anticosti, on sait que le gouvernement est partenaire de ça via Investissement Québec. On sait que dans les gaz de schiste, c'est la même chose. Donc, tu as le gouvernement, les compagnies privées ensemble. C'est sûr que si on s'oppose au projet, on s'attire les foudres des deux. Donc, c'est ça aussi, je pourrais vous dire rapidement, il y a 150 lobbyistes qui sont embauchés juste pour l'industrie minière au Québec. Alors, c'est des gens qui sont comme là à temps plein, vraiment pour, d'une part, défendre l'indéfendable, mais aussi pour nous traîner dans la boue. Fait que les groupes écologistes ont un peu la vie dure ces temps-ci. Mais c'est ça. Donc, la répression politique, c'est sûr qu'on la vit un peu différemment. Ça fait un peu peut-être le portrait. Voilà. Mais c'est ça. Puis on va participer aussi à la commission. Donc, c'est un à bientôt. Merci. Merci beaucoup, Bruno, pour cette présentation.
Alors, tantôt, Maxence disait, heureusement, dans le mouvement militant, dans cette militance, on a des avocats et des avocates qui nous soutiennent, qui nous défendent. On a aussi des infirmières qui s'organisent dans des contextes de répression politique, des infirmières, des infirmiers. Alors, j'inviterais justement une infirmière solidaire qui s'est impliquée beaucoup dans le contexte de la grève étudiante de 2012. On sait que ces personnes-là, souvent, sont première loge d'atrocités en termes de répression politique. Donc, j'inviterais Sophie Desbiens à venir nous témoigner un témoignage d'infirmière qui a vu la guerre de la répression politique. Bon, là, il faut que j'essaie de ne pas tomber. Comment vous étiez placés, les gars, comme ça? C'est vraiment super de voir tout le monde ici. La Commission populaire sur la répression politique, c'est une super belle initiative qui, en fait, est née du fait qu'on était pas mal révoltés de voir la Commission mineure. D'ailleurs, une des questions que le monde me posait, c'est pourquoi tu ne vas pas témoigner à la Commission mineure si c'est une infirmière, tu donnerais de la crédibilité. Ben, Serge Ménard, je ne sais pas si vous savez c'est qui. Y a tout le monde qui savent c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, ce gars-là? Ancien ministre de la Sécurité publique, qui a décoré les policiers, qui a décoré et qui a salué le travail des policiers au sommet des Amériques, qui a aussi, comme avocat de la défense, défendu un flic qui avait shooté dans la tête un gars qui était désarmé dans un stationnement du CO Sud, je crois. Donc, vraiment une feuille de route impressionnante. Moi, j'avais vraiment envie d'aller témoigner devant ce gars-là. Je trouvais que cette commission-là, vraiment, elle était fort légitime. Hein? C'était évident. Donc, j'ai décidé de pas du tout perdre mon temps à aller faire entendre ce que j'avais à dire par rapport à ça. Mais bon, je vais vous en parler un petit peu ce soir. Je vais y aller plus dans le senti. Je vous avoue que j'ai pas de chiffres à l'appui. J'ai pas encore pris le temps d'écrire mon mémoire pour la commission. Juste parler un petit peu de, dans le fond, qu'est-ce qui m'a amené à être ici ce soir pour vous parler. J'aimerais ça vous dire que ça fait 10, 15, 20 ans que je milite, mais c'est pas la réalité. Par contre, ça fait longtemps que je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde, à la montée des répressions un peu partout. J'ai toujours vu dans mon entourage des gens qui s'intéressaient aux sciences politiques, à la philosophie. Forcément, ça m'a contaminée. Donc, même comme infirmière, c'est sûr que ça m'a aussi influencée, parce que si on veut pas, on est dans une pratique sociale de première ligne. Et puis, on est témoin des injustices, de la manière dont les personnes marginales sont traitées par le système. Puis là, marginal, c'est large, là. Les femmes, les gens qui sont d'une ethnie différente, qui ont des idées politiques différentes aussi, des fois. Donc, enfin... donc, je m'intéressais à ça, mais dans les faits, je vais vous avouer sincèrement que j'étais bien trop occupée par ma job pour vraiment militer activement. Par contre, quand le printemps est arrivé, je vous avoue que ça a été tout un wake-up call. Puis, j'ai décidé de passer à l'action. Puis, c'est comme ça que Infirmières contre la hausse a vu le jour dans mon salon. Puis, avec quelques amis, ils se sont dit « Ouais, c'est une bonne idée ». Finalement, ça a grossi, puis on s'est rendu à faire des soins dans les manifs, principalement, puis à aussi prendre position publiquement. Vous ne raconterez pas toute l'histoire d'Infirmières contre la hausse, même si c'est très intéressant. C'est un peu comme Prof contre la hausse, c'est un peu l'idée de sortir aussi des organisations qui, oui, ça existe, mais nous enferment parfois dans des carcans et deviennent aussi des formes de répression. Je parle entre autres des syndicats, qui devraient être là pour nous permettre d'exprimer une certaine forme de dissidence et être des outils de résistance, et qui malheureusement parfois sont détournés de ce but-là. Donc, un peu comme Prof contre la hausse, Infirmières contre la hausse avait aussi ce sens-là, parce que bien que les infirmières soient un syndicat assez combatif comparé aux autres, on s'entend, c'est quand même pas la mer à boire. Donc, les soins dans les manifs, ça a été une grosse partie de la job qu'on a faite. On n'était pas les seuls, il y avait plein de civils, il y avait beaucoup de gens qui se portaient volontaires pour le faire. Mais c'est sûr que comme infirmière, je vais vous dire, moi j'ai trouvé ça particulièrement... Je peux même pas trouver les mots. Ça dépasse le choquant, on est dans carrément le révoltant, l'absurde, l'injustifiable. Bon, y a-t-il quelqu'un qui a du canard des synonymes? De voir que l'État utilisait une force légitime
pour causer des blessures à ses citoyens parce que les gens émettaient des opinions dissidentes. Puis là c'est des blessures là, majeures. Okay? Puis oui, les blessures majeures, on en parle, mais je ne parle même pas des centaines de personnes qui sont restées avec des troubles de panique dans les jours qui ont suivi les manifs, des gens qui sont tellement traumatisés qu'ils ne veulent plus sortir dans la rue. Puis, tu sais, ça va jusqu'à des gens qui ne veulent plus en parler avec leur famille. Là, c'est un trouble de communication, c'est un trouble social. Vraiment, la répression engendre des dommages dans le tissu social qui, à mon avis, doivent absolument être abordés dans une perspective systémique. C'est bien beau de dire c'est la faute à 728, là. Il faut se regarder un petit peu plus profondément, regarder comment tout ça s'organise, comment tout ça s'articule. Puis les blessures, elles ne sont pas que physiques, elles sont aussi morales, elles sont aussi psychologiques. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais dit que je voulais dire d'autre, Sophie? J'ai aussi été arrêtée. Mais je ne peux pas vraiment vous en parler parce que mon procès n'a pas encore eu lieu, puis mon non-avocat me le déconseille. Non, c'est ça, je peux pas en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le vivre aussi, le soigner, c'est une chose. Le vivre, c'en est une autre. Je ne conseille pas de vous faire arrêter, là, mais c'est très instructif. J'espère que vous allez vous impliquer dans la Commission populaire sur la répression politique. Ça va toucher plein d'autres formes de répression aussi. Rêvons, voyons ça large, ayons de l'ambition, essayons de changer les autres, questionnons-nous ensemble. C'est comme ça qu'on va arriver à essayer de faire une société plus ouverte. Puis mon petit mot d'infirmière, là, où est-ce que les gens sont empathiques les uns envers les autres, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à les avoir. Par l'exemple qu'on est capable d'incarner entre nous, en s'écoutant, en se donnant la parole, en se respectant, en accordant de l'importance à ce que les autres ressentent et pensent, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, contrairement à l'espèce d'aliénation qu'on essaie de produire chez nous par différentes méthodes. Montrons-leur qu'on est plus fort que ça, qu'on reste humain, qu'on est capable de faire la différence. Merci beaucoup, Sophie, pour cet émouvant témoignage. Comme on le répète souvent, la Commission populaire sur la répression politique, les audiences ne vont pas toucher uniquement la grève de 2012. On veut viser la période de 90 à actuellement. Pour nous, la répression politique, ça fait plus de 400 ans qu'elle sévit au Québec. C'est un peu pour ça qu'on veut passer justement par Kanesatake, qu'on veut passer par Mayo-Tenam. Par contre, il fallait s'arrêter à une certaine limite de temps. Nos commissaires nous disaient non, mais là, on ne peut pas tout étudier. On a choisi 90 parce que c'est la crise d'Oka à Kanesatake, qu'on trouve qu'il y a des choses importantes à étudier là-dedans. Mais aussi parce que les années 90, c'est toute une période où... c'est comme je disais tantôt, il y a le mouvement féministe, anticapitaliste, écologiste qui est victime de répression politique, mais le mouvement qui milite contre la répression policière est souvent aussi victime de répression politique. Quelque chose qu'on trouvait extrêmement intéressant d'analyser dans le cadre de la CPRP, c'est comment l'évolution des manifs du 15 mars, notamment la Journée internationale contre la brutalité policière au travers des années 90, des années 2000 a évolué. Alors, on s'est dit, ben, qui de mieux que Alex Popovic pour venir nous faire un témoignage exemplaire. C'est un gars qui est habitué aux commissions d'enquête, pas toujours populaire, ceci étant dit. Et quand je lui ai demandé de m'envoyer une petite biographie pour le 5 à 7 de ce soir, j'ai bien aimé ce qu'il nous disait. Peut-être tu me corrigeras, mais si je me trompe pas, c'est... Alexandre Popovic s'est fait arrêter à plusieurs reprises durant des manifestations depuis les années 90 et il a subi de nombreux procès. Il est présentement en liberté et il est avec nous ce soir. Si chaque arrestation est instructive, alors je vais pouvoir dire que j'ai eu beaucoup d'instructions dans ma vie. J'ai été arrêté trop souvent. Là, ça fait 12 ans que je n'ai pas été arrêté. Donc, je suis rendu pas mal sage et tranquille. On m'a demandé de faire un témoignage, alors je me suis dit que j'allais vous raconter 2 histoires d'arrestation parmi mes 12 arrestations que j'ai vécues. Et je ne vais pas parler des 15 mars. Désolé. Bon,
Chacune de mes arrestations, je peux le dire, ça a été des moments stressants, pénibles, frustrants. Dans plusieurs cas, ça a été humiliant. Dans un cas, ça a été carrément violent. Mais dans certaines de ces expériences d'arrestation-là, il y a quand même eu des anecdotes que je qualifierais d'inspirantes. Et ce sont ces deux événements d'arrestation où il y a des anecdotes inspirantes que je désirerais vous partager ce soir. Donc, premier événement, 7 juillet 1996, donc il y a presque 18 ans, c'est bien pour me rajeunir, évidemment. Pour vous mettre un peu en contexte, à l'époque, je m'étais fait retirer le droit de manifester par la Cour, qui était accusée de mes faits sur un véhicule de police. Également, à l'époque, je faisais partie d'un collectif anarchiste, d'un journal qui s'appelle Démonarchie, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça. Et à l'époque, en juin 1996, eh bien, dans les journaux, on nous accusait d'avoir fomenté la plus importante émeute à Québec depuis les 30 dernières années, où il y avait eu 250 000 de dégâts sur le Parlement. C'est un autre élément du contexte. Et le troisième élément du contexte, c'est que j'avais manqué ma date de cours suite à un malentendu avec mon avocat, donc j'avais un mandat d'arrestation contre moi. Donc, le 4 juillet 1996, je me présente à la cour avec mon avocat pour faire lever mon mandat d'arrestation. Et là, mon avocat m'explique que le procureur de la Couronne a la ferme intention de demander à ce que je sois détenu pour tout le reste de l'été à cause de l'espèce de contexte là, de chasse aux sorcières anti-anarchiste qui s'était mise en branle et ainsi de suite. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai plaidé coupable à une accusation de méfaits de moins de 5 000 sur un véhicule de police et de bris de condition. Et j'ai pris cette décision-là de plaider coupable après que mon avocat m'a assuré que je retrouverais le droit de manifester après avoir plaidé coupable. Et je me disais, ben, ça tombe drôlement bien parce que dans 3 jours, soit le 7 juillet 1996, on organise un rassemblement public au Corée-Berry pour justement dénoncer la répression, parce qu'on avait eu des perquisitions à Québec, à Montréal, et ainsi de suite, des arrestations dans le journal anarchiste. Puis bon, j'ai pas assez de temps là, pour vous parler de tout cet épisode-là. Alors, voilà. Donc, je me suis dit, bon, ben, OK, c'est comme au moins, je vais ressortir, je vais retirer de quoi de ce plaidoyer de culpabilité-là. Je vais pouvoir aller me défouler verbalement contre la répression politique dans 3 jours. Alors, donc, le 7 juillet 1996, c'était un dimanche, je me rappelle très bien, c'était une belle journée d'été. On a fait un rassemblement donc, public au Corée-Berry, qu'on appelle aussi la place Louis-Gamelin. J'ai fait un discours, j'étais un peu le maître de cérémonie, on a fait un open mic, il y avait des militants qui dénonçaient la répression politique, il y avait des punks qui dénonçaient la répression des policiers, les policiers qui leur donnaient tout le temps des maudites tickets pour rien, pour avoir fait du squeegee, pour avoir dormi dans un parc, etc., etc. Donc c'était un très bel événement, très bonne ambiance, des gens qui étaient de bonne humeur, et ainsi de suite. Sauf que, évidemment, la police a voulu tout gâcher. Et ce que la police a fait, bien, c'est qu'ils ont décidé de m'arrêter à la fin du rassemblement. Et ils m'ont arrêté pour bris de condition. Alors moi, je suis dans la voiture de police, et là, il y a les policiers qui sont en train de me conduire au poste 33, hein, qui était dans le temps sur la rue Ontario. Là, ça, c'est les locaux du RAPSIM, hein, qui sont là, dans l'ancien poste 33. Juste une parenthèse comme ça. Et là, je suis en train de parler aux policiers, en train de plaider ma cause, en train de leur dire, ben, écoutez, c'est sûrement un malentendu, mon avocat, il m'avait dit que j'avais le droit de manifester, et ainsi de suite. Les policiers m'ont dit, bon, on va checker ça au poste, et ainsi de suite. Donc, je rentre dans le poste 33, j'arrive devant ce qu'on pourrait appeler la salle des opérations policières du poste, et là, j'entends les ondes radio policières là, qui diffusent des informations inquiétantes, comme quoi que il y a une 50aine de punks qui se dirigent vers le poste 33. Là, je me dis, holy shit, ça c'est le monde, ça c'est le monde du Corée-Berry comme qui se dirige vers le poste, et ainsi de suite. Là, je vois les policiers dans le poste qui sont en train de mettre leur casque anti-émeute, de prendre leur matraque, et là, je vous mens pas, les policiers, j'en ai entendu un dire à son collègue, il a dit, hey, on s'en va jouer au baseball. Là, son autre partenaire, il dit, ouais, on s'en va jouer au baseball, pis tout. Là, j'étais comme, holy fuck, tu sais. C'est comme, là, j'étais comme, tu sais, j'étais totalement impuissant face à la situation. Je me disais, fuck, y a-tu vraiment du monde qui vont se faire casser la gueule juste à cause que je me suis fait arrêter et tout ça, tu sais. Fait que là, bon, les policiers me conduisent à ma cellule. Puis là, première affaire, les policiers décident de me faire une fouille à nu. Ce qui est quand même, selon les procédures habituelles, on ne fait pas de fouille à nu quand on arrête quelqu'un et qu'on le met en cellule dans un poste de police. Alors ça, c'était vraiment juste pour me faire chier. Et donc, fouille à nu, ainsi de suite. Bon là,
ils connaissent leur camp, ils foutent la paix, tout ça dans la cellule. Il y a 1 heure qui passe, et ainsi de suite. Et là, il y a un avocat qui vient me voir. Et c'était pas mon avocat, en passant, c'était un camarade du comité des sans-emploi, mais qui était aussi avocat. Donc, double vie un peu, mettons, tu sais. Fait que là, il me rencontre. Et là, durant la rencontre, il m'explique, il me fait un topo de la situation qui se passe dehors. Parce que moi, évidemment, en cellule, t'es coupé de tout le monde extérieur. Alors, là, il me dit, bon, écoute, Alex, la situation est la suivante. C'est que, là, il y a un sit-in devant le poste 33. OK? La rue est bloquée. La rue Ontario est bloquée. Là, les policiers, il reste un seul policier dans tout le poste. Tous les autres policiers sont devant le poste, sont en train de défendre le poste contre une cinquantaine de manifestants pacifiques qui font un sit-in devant la rue, et ainsi de suite. Et il m'explique aussi qu'il y a RDI, hein, le réseau de l'information, qui couvre toute la situation en direct. Et, par ailleurs, il me dit aussi que les policiers tentent d'aller au fond de l'affaire. Est-ce que c'est vrai que j'ai encore des conditions d'interdit de manifester ou pas? Et là, il n'arrive pas à rejoindre mon avocat. Je vous rappelle, c'est un dimanche. Il n'arrive pas à rejoindre le procureur de la couronne, Maître Gerald. Et il n'arrive pas à communiquer avec les ordinateurs du palais de justice. Fait que là, les policiers ne savent pas trop quoi faire, autrement dit. Alors, bon, moi, évidemment, je suis un peu touché par cette manifestation de solidarité, et ainsi de suite. Je me fais reconduire à ma cellule par un policier. Et là, à un moment donné, je regarde le policier, puis là, je dis, il paraît que tu es le seul policier dans le poste. Là, le policier me dit, pourquoi tu veux m'essayer? Il voulait provoquer, là, c'était clair. Alors donc je retourne dans ma cellule, et ainsi de suite, et là, il y a genre environ 1 autre heure qui passe, et là, les policiers viennent me rechercher, et là, on m'emmène au comptoir, et là, il y a des policiers qui ont l'air très, très, très importants, qui ont des chemises blanches, plein de bananes après, et tout ça. Là, il y a un policier qui me dit, bon, écoute, là, on ne sait pas si tu avais le droit de manifester ou pas. On n'a pas réussi à le savoir, fait que là, on te donne le bénéfice du tout. Et là, si tu nous racontais de la bullshit, là, mon petit Chris, c'est pas comme ça qu'il a dit ça, mais comme, tu sais, je fais comme un peu... si ce que vous nous avez dit n'est pas vrai, alors là, nous allons revenir vous arrêter, tu sais. Je suis comme, OK, tu sais. Fait que là, finalement, je sors, et là, je vous mens pas, quand je sors du poste 33, comme la sortie avant qui donne sur la rue Ontario, comme les marches, là, les escaliers, j'ai eu un véritable accueil de rockstar, avec tous les manifestants qui sont là, ouais, puis tout ça, puis moi qui descends les marches avec le poing en l'air, toute espèce de patate, espèce de gros cri de triomphe, puis comme, sans doute, c'est comme le monde qui disent, ouais, les manifestations, ça donne quoi, ça donne jamais rien, tout ça. Moi, je peux vous dire que ça m'est arrivé 1 fois dans ma vie que je me suis fait libérer d'un poste de police à cause d'une manifestation. Alors, quand même. Et tout cet épisode-là, ça l'a provoqué comme un gros délire, comme le lendemain, là, c'est, encore une fois, je ne mens pas, là, c'est comme, je passe en entrevue à Gilles Proulx, qui m'avait surnommé le roi des punks, et ainsi de suite, et dans toutes les entrevues, je racontais tout comme le fameux épisode où je disais, oui, là, les policiers, ils prenaient leur casque, leur bâton, ils disaient, ça va jouer au baseball. Donc, de sorte que, lorsque je suis retourné, lorsque j'ai été réinvité au poste 33, une invitation que je ne peux pas refuser, naturellement, de la part des policiers, là, quand je suis retourné dans la salle des opérations, bien là, tout de suite, comme il y a des policiers qui annoncent aux autres policiers qui disent « Attention, M. Popovic est là, alors faites attention à qu'est-ce que vous dites. » Donc, les policiers s'en rappelaient, et mon avocat, que je ne nommerai pas, mais je pense qu'il n'est plus avocat, en tout cas, il ne représente plus des militants, et je dirais, heureusement, tabarnak, il a reconnu qu'il m'avait induit en erreur, donc il m'avait raconté de la bullshit, pourquoi j'avais le droit de manifester, puis ainsi de suite. Tu parles d'un avocat, en tout cas. Donc, alright. Deuxième anecdote, ça c'est la fois que j'ai été arrêté le jour de ma fête. C'était en mars 2000, et il y avait la manifestation organisée par les sorcières. Ils étaient rentrés dans une cathédrale, je ne me rappelle plus trop laquelle, j'étais pas là. J'avais encore une fois plein d'autres conditions. Et là, il y avait pitché des capotes, il y avait comme fait une espèce de gros scandale dans l'église, dans la classe. Et là, bon, moi j'étais pas là, mais j'étais tranquille chez nous, et ainsi de suite. Et là, je reçois un appel d'une camarade, et qui m'explique, au téléphone, vraiment, elle était en pleurs, elle était complètement bouleversée. Pourtant, une camarade très solide, qui me racontait que ce que les flics avaient fait, c'était épouvantable. Elle n'avait jamais vu autant de violence policière. Elle me raconte qu'elle a vu un des manifestants, les policiers l'ont pris, puis lui ont carrément pété la tête sur le trottoir.
Puis moi, vraiment, comme j'entends ça, puis je vous le dis, là, honnêtement, j'ai vraiment pété un plomb quand j'ai entendu cette histoire-là. Alors, je pouvais pas rester en place, je pouvais pas rester là, rien faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis ramassé dans le petit bar sur le boulevard de Maisonneuve, qui est comme un repère bien connu de militants. Et là, il y avait tous les gens qui étaient là, puis tout ça, puis là, je disais, il faut aller au poste, il faut faire quelque chose, tabarnak, tu sais. Là, le monde était là, non, faut pas y aller, c'est les flics sont fous, etc., etc. Là, moi, j'étais comme, moi, je m'en fous, moi, je vais aller au poste tout seul, je m'en tabarnak, fait que là, je m'en vais au poste tout seul. Et j'essaie de faire comme, c'est ça, de rester debout, devant le centre opérationnel sud, sur la rue Guy, en protestation. Puis en fait, au début, c'était très drôle, parce qu'il y avait des policiers qui rentraient, puis qui sortaient, puis là, qui me regardaient, puis qui étaient comme, waouh, qu'est-ce qu'il fait là, tout ça. Plus tard, j'ai été rejoint par d'autres camarades, Jackie, et ainsi de suite. Et à un moment donné, donc, il y a environ une douzaine de policiers qui sont là, puis qui me fixent, hein, qui me regardent, tu sais. Là, je suis comme, OK, comme, quelque chose qui mijote, quelque chose qui se prépare, tu sais. Puis là, comme de fait, comme, les 12 policiers viennent à ma rencontre, et là, ils m'entourent, puis là, je leur dis, ben, qu'est-ce qui se passe, hein, est-ce que je peux vous aider, tout ça. Puis là, ils disent, on leur regarde, t'as un mandat d'arrestation, un mandat d'emprisonnement contre toi pour des amendes impayées, et ainsi de suite. Alors, bon, évidemment, là, je les suis à l'intérieur du centre opérationnel sud, et, bon, on me met dans une espèce de salle commune, une espèce de cellule commune, et tout ça. Là, j'attends, à un moment donné, un policier qui vient me voir, qui me dit, oui, bon, M. Popovic, ben, premièrement, je dois vous souhaiter bonne fête. Deuxièmement, là, la situation est suivante, c'est que soit vous payez 700 $, ou soit vous faites 21 jours de prison. Alors, c'est quoi vous choisissez? Alors, moi, je suis au policier, je dis, ben c'est bon, je vais prendre le 21 $. Là, le policier dit, non, non, t'as pas compris, tu sais. Donc là, il me répète la même affaire. Là, M. Popovic, là, soit vous payez 700 $, ou soit vous faites 21 journées de prison, là. Je dis, ouais, c'est bon, je vais prendre le 21 $. Donc là, il a compris que je me foutais complètement de sa gueule. Mais, anyway. Durant, donc, cette détention-là, je rencontre, finalement, le manifestant qui s'était fait comme péter la tête sur le trottoir. Je peux vous dire que c'était vraiment pas beau à voir. J'avais jamais vu comme une bosse comme ça. Et donc, je commence à parler avec lui. Je suis agréablement surpris de voir que son moral est très bon. Et donc, on jase un peu. Et là, il me dit, c'est ma première manifestation à Montréal. Alors moi, je lui réponds très spontanément, je lui dis, ouais, ben, j'imagine, ça te donne pas trop envie d'y retourner, hein, des manifs à Montréal? Là, il me dit, voyons donc, qu'est-ce que tu racontes là, toi? Je vais être là au prochain 15 mars! Et j'ai trouvé ça très inspirant comme attitude de sa part, d'avoir subi ça, puis même quelques heures après, même alors qu'il avait l'espèce de grosse blessure horrible sur la tête, qu'il avait toujours gardé sa motivation à aller dans la rue, à aller manifester. Vraiment, comme j'ai trouvé ça très inspirant. J'espère que ça vous inspire vous aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci tout le monde. Merci Alex. Je suis étonnamment surprise de la durée de la présentation d'Alexandre Popovic. Quand je l'ai croisé jeudi dernier, il me disait qu'il n'y avait rien en bas de 20 minutes pour sa présentation, mais merci, tu as fait ça efficacement en moins de 20 minutes. Quand on parle de répression politique, souvent, ce qui nous vient, la première chose qui nous vient en tête, c'est répression policière. Mais ce qu'on trouve important dans la commission populaire, c'est de dire la répression politique, oui, ce qu'on voit le plus visible, c'est la police quand elle nous frappe dans le cadre de manifestations, mais c'est pas que ça non plus la répression politique. C'est comment est-ce que l'appareil législatif se met de la partie en créant des règlements, en appliquant avec les jugements qui peuvent aussi, avec les jugements qui existent actuellement dans des cas de répression politique. C'est aussi comment les médias se mettent de la partie souvent. C'est aussi comment l'État en tant que tel peut se mettre de la partie ou les instruments de l'État. C'est une façon diverse de vous présenter notre prochain et dernier témoignage qui est un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire, récemment, vous avez entendu parler de la gang La Charte des distractions. Ils ont eu un petit peu de répression d'abord du DGE, mais c'est aussi une gang qui sont derrière ce vidéo-là, qui sont des médias citoyens, qui sont souvent là dans la rue, au même titre que les infirmières de rue, pour capter des images de cette répression policière et politique qui sévit dans les rues du Québec. Donc, pour nous faire un témoignage à la fois médias citoyens, la charte des distractions et tout ça,
et qui est en même temps photographe dans le cadre de la soirée. Je vous présente Marco. Merci beaucoup. Tant qu'à être là, je veux plaisir à avoir les vidules. Donc, en effet, moi, demain un micro, demain un public, parler de répression politique, on pourrait être encore là à 2 h du matin, puis on n'aurait pas fini. Donc, j'essaie d'être plus bref, puis justement de rester sur la raison pour laquelle je suis ici. Puis c'est l'angle plus médiatique. Et puis, bon, Sophie, justement, en a parlé, bon, le côté média citoyen, donc en effet. Et puis, en fait, justement, je parlais de 3 formes de répression. Bon, on parle de répression politique. La politique, là, est dans de répression médiatique spécifique. Donc, bon, je pense que pour les médias ici, vous savez, en général, les médias massus, votre appréciation de leur travail, j'imagine qu'elle ressemble pas mal à la nôtre. Et on trouve que. Et puis, si vous voulez vous renseigner. Ben, en fait, justement, Marcos Martin-Serreda, je suis ici officiellement en titre de membre de GAPA. Et puis, pour illustrer la répression médiatique et comment les grands médias travaillent main dans la main avec l'État et ses milices policières, ben, je vous référais aux récentes vidéos, le SPVM ment aux médias, que le GAPA a sorti. C'est une vidéo totalement surprise. Puis en fait, justement, tiens, ça va me permettre une petite parenthèse utile pour parler du vidéo précédent que le GAPA a fait en collaboration avec le COBP. On est vraiment bien content d'avoir pu faire un grand vidéo là-dessus qui nous protège de la police. Et puis qui raconte en gros l'histoire du COBP, le contexte, leur point de vue. Il y a aussi Francis Dupudéry, Marc-André Cyr dans cette vidéo-là qui parle. Il y a aussi Alain Bourdage qui nous dit des choses importantes sur les légumes que les policiers reçoivent à l'occasion. Et puis, bref, et puis bon, puisque dans le cadre de cette vidéo-là, on a sorti celle-là, travaillé là comme des fous. Et puis on apprend, on entend, il va y avoir une conférence de presse de la police jeudi à telle heure. OK, d'accord, mais là, personne de nous pouvait y aller. On appelle des amis, et finalement, il y a des gens qui disent, mais il n'y a pas de conférence, il n'y a rien d'annoncé, c'est n'importe quoi. Une personne répond à l'appel, et quel heureux hasard, cette personne-là, c'était William Ray de CUTV, qui avait eu l'honneur, quelques mois plus tôt, de se faire sortir d'une manifestation. Is that what you call a strategic retreat, Will? Is that what you call a strategic retreat, Will? Comme caméraman pour CUTV, et puis il y avait toutes sortes d'autres médias, et c'est William Ray qui filmait parmi d'autres. C'est un des manifs pro en t-shirt, je ne me rappelle plus. Et puis il se fait sortir du parc, et puis comme il en a témoigné dans une vidéo, le même Yann Lafrenière, quelques temps plus tard, lui avait accordé une entrevue à titre de média légitime, donc contredisant totalement le fait qu'il l'excluait, donc montrant encore une fois l'arbitraire de la chose. Donc M. Ray arrive au poste de police, commence à installer son matériel pour filmer, et M. Lafrenière arrive avec un grand sourire, et puis « Ah, bonjour M. Ray, bien surpris de vous voir ici, mais bon, vous pouvez pas filmer, vous pouvez pas enregistrer. » Ah bon? C'est une rencontre médiatique, mais non, parce qu'en fait, il y a quelques journalistes, mais c'est surtout des hauts gradés, des producers, selon les termes de William Ray, qui nous a raconté la chose. En fait, justement, c'est pas des gens de terrain du tout qui étaient là. Donc, et pourquoi ils étaient là? Ils étaient là pour ce que l'SPVM appelait un soutien technique, en prévision de la grande manifestation du 15 mars. Et puis, ils se sont fait faire une petite visite guidée de la place, le centre de commandement, se sont fait montrer les images de saisie des années précédentes, dont, je veux dire, des dangereux instruments comme des ceintures de balles, évidemment fausses balles et des choses comme ça. Et puis, ils se sont fait montrer une vidéo que le SPVM présentait comme, voyez les images de la manif de l'année dernière. On est en 2014, donc l'année dernière, c'est 2013. Et puis, Yann Lafrenière s'est jamais gêné dans les plusieurs entrevues qu'il a faites à la radio aux médias cette année pour insister sur le nombre élevé d'arrestations qu'il y a eu en 2013. C'est d'ailleurs peut-être à peu près la première chose qu'il dit à Éric Duhem en entrevue, c'était le 14. Il dit, oui, en 2013, il y a plus de 200 arrestations. Ouh. Et puis, évidemment, les médias mon Dieu, c'est gros, hein, il y en a beaucoup quand même. Évidemment, c'est facile de faire du gros chiffre quand tu décides d'arrêter tout le monde en même temps avant qu'il soit passé quoi que ce soit. Mais ça, quand les médias n'en ont pas parlé et ça n'existe pas, c'est drôle, ça passe mal. Donc bref, ils montrent ça, mais le problème, ils font peut-être ça à chaque année, peut-être une longue tradition de mentir effrontément comme ça, mais la différence, c'est que là, il y avait quelqu'un d'informé qui était là et qui l'a vu. Donc, rapidement, on a fait une entrevue avec William Ray pour raconter la chose, et puis on a ressorti des images de 2012 et 2013 pour montrer que non, ce n'était pas du tout la même chose. 2012, il y avait beaucoup plus d'actions à montrer au SPVM, disons, puis bon, le fameux véhicule de char, et entre autres, comparé à 2013, où tout ce qu'il y avait à montrer, c'était leur propre répression. Donc là, et
à l'exception des humbles médias citoyens que nous sommes, personne a souligné ça. Même les médias professionnels, à qui William Rees s'est bien sûr empressé de souligner la chose en personne. Il y en a quelques-uns qui étaient plus ou moins contents, mais à ce que je sache, rien de ça ne s'est rendu dans les grands médias. Donc, désolé, mais les grands médias sont complices. Donc, et puis ça, c'est un exemple, mais bon, on pourra en choisir des tonnes. Pour ce qui est de la répression policière elle-même, bon, ben, la manif du 15 mars, c'en est un bel exemple. Et puis et puis j'étais là, justement, en tant que média citoyen. Et puis malheureusement, je pense pas que je l'ai sur vidéo, mais si je me croise les doigts, je pense que Mario Jean est là. J'espère que ça va servir pour son vidéo. Parce que j'entendais le gars de Radio-Can qui était là, il y avait en fait le caméraman, un gars de sécurité, et puis il y avait l'autre, peut-être justement un des gars qui était à la rencontre, qui disait « Ok, là, on fait ce qu'ils disent, hein, on fait ce qu'ils disent. On va où ils veulent, on fait ce qu'ils disent. » J'entendais ça comme un mantra, quand je passais à côté, j'entendais ça en boucle continue. Et puis, c'est témoignage que Mario Jean a témoigné qu'en effet, lui, c'était aussi son observation que les médias de masse cette journée-là étaient d'une docilité et servilité exemplaire. Et puis, je reviendrai sur quelque chose que Sophie a dit, puisque je parle de la police et puis ça, puis de la répression. Et puis bon, non, avant ça, justement, en tant que médias citoyens qui étaient là, ont vécu l'arbitraire de la chose. On filmait, un policier disait « Hey, les médias, ceux qui ont une carte de presse, venez-vous-en », puis ils ont donné un certain accès. Et puis c'était encore là, c'était n'importe quoi. Les quelques amis qui se sont faufilés, qui n'avaient pas plus de carte de presse, ou de toute façon, la carte de presse n'avait pas de différence. C'est tout à fait légal pour n'importe qui de se déclarer journaliste. Vous avez le droit, si vous voulez, vous êtes des journalistes. Là. Et puis, donc, la police est un arbitraire. Ils vont avec la grosseur de la caméra, en fait. C'est le témoignage de William Rees. Si ta caméra était assez grosse, ok, ouais, là, c'est pour vrai. Et puis, donc, j'ai eu le droit à une petite charge du SPVM, entre autres, où, à cause de ce petit bidule-là, j'ai perdu 7 lentilles. Je l'ai perdu, puis je lance les mains. Pourquoi? Ben, il y a un brave homme anonyme que je sais pas s'il veut... ah, ben voilà! Mon héros qui a ramassé la lentille. Mais bon, bref. Pour revenir à ça, moi, je dois goûter à cette charge de SPVM, et ce qui a été le plus long à digérer, ce que j'ai vraiment vécu puis compris, plus dans les jours que la manif même, c'est que la violence psychologique dont Sophie parlait tantôt, elle est pire. À quelque part, elle est en fait, bon, non, parenthèse, c'est facile à dire quand t'as pas perdu un œil. Hein? J'aurais pu, moi, quand je perdais ma lentille, moi, c'était comme, je pensais pas me blesser, ou j'espérais pas me fouler quelque chose, puis j'espérais que Sylvie était correcte. Qui était pas loin. Malheureusement, bon, personne de blessé là, mais ça aurait facilement pu. Et puis pour quelques mètres, on s'est déplacé 10 minutes, puis des 15 minutes plus tard, on était là de nouveau. Donc, merci SPVM. Mais ça, bon, du coup, cette violence-là, on focus souvent là-dessus, puis évidemment, les Allemands se focus exclusivement là-dessus, puis nous aussi, parce que c'est brutal, parce que c'est flagrant, c'est concret, on le voit le coup porté. Mais ce qu'on voit pas, et puis ce que j'ai vraiment goûté et senti, puis qui a été vraiment long à digérer, puis je suis pas sûr que ce soit fini, c'est cette violence psychologique-là, de me lever le matin, puis tout ce poids-là, de savoir là, que justement, que je m'en vais au champ de bataille, avec aucune intention de faire quoi que ce soit de moindrement illégal. Là. Moi, je m'en vais là pour filmer, documenter, pour pouvoir participer à ça, et puis je vais là, puis les forces de l'ordre, cette autorité-là, que TQ, on apprend quel bon modèle de policier qui est là pour servir et protéger, eh bien, à tout moment, je suis arrêté d'avance. Parce que les SPVM avaient déclaré, entre autres justement, parce que l'autre témoignage de William Rees, qui ont dit aux médias, si vous êtes dans la manifestation, on vous arrête. Donc, mais c'est mieux comme ça, c'est comme le tennis, d'être plus loin, c'est comme ça, ben justement vous êtes plus loin, puis vous voyez mieux le jeu, c'est littéralement la métaphore qu'ils ont employée. Et puis, donc c'est ça, et puis, tout ce mépris, bref, d'être cette viande à pelleter pour les policiers, on s'en rend même pas tellement compte sur le coup, mais ça participe énormément de tout ça. Donc ça, bon, pour la répression policière, donc ça fait quelques bons petits tours. Et puis revenir à la répression plus techniquement politique. Donc en effet, GAPA est un des 3 médias qui ont travaillé sur le documentaire La Charte des distractions, qui est un documentaire strictement bénévole, citoyen, tout ça, c'est notre investissement personnel. Oui, il y a eu une campagne de financement à la fin, mais c'est que ça, c'était une fois que le film était fini, bon, ben,
on le sort comme ça ou ah ben ça serait le fun d'avoir les sous-titres de près, puis tant qu'à y être de faire un lancement, puis bon, on va essayer un petit truc de sociofinancement, on lance ça, grand succès, ça a dépassé les coûts, donc là oui, il y a eu de l'argent, et puis ça c'était justement pour dire comment les médias font mal leur travail, rapidement, c'était ah oui, produit grâce à ça, non, des petites nuances comme ça qui se perdent, et puis non, le film a bel et bien rien coûté, tout ça c'était pour la diffusion, c'était un bonus après pour faire un peu plus et mieux. Et puis justement, bon, le film a sorti, j'imagine que vous connaissez plus ou moins. Et puis au début de l'élection, parce qu'il y a eu tellement, on a eu beaucoup d'entrevues, puis il y a énormément de choses qui ont été restées sur les votes, qui ont été coupées. Une des productrices du film s'est dit, ah, ben, je vais monter un petit truc, plus spécifiquement sur les élections, parce qu'il y a beaucoup d'entrevues qui parlaient de ça. On a mis ça en ligne, on l'a partagé une fois sur Facebook comme ça, et puis on l'oubliait déjà, on était passé à autre chose. Et puis, on reçoit un courriel à la Chambre des distractions, lettre du DGE, une avocate du DGE, qui nous expose comment la vidéo contrevient à la loi sur les dépenses électorales, donc on est en état d'illégalité. En fait, et puis bon, parce que est une dépense électorale tout bien et service qui, là, toute une liste là, qui va avantager un parti ou désavantager un parti, et puis partout là-dedans, c'est évidemment implicite que, bon, bien, regarde, ça a coûté quelque chose, hein, c'est clairement du travail de professionnel, donc, ben voilà. Et puis décision qui n'était pas très méchante, c'était pas techniquement de mise en demeure, mais bon, on se fait dire en pleine élection qu'on a un tas d'illégalité, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On l'a retiré en faisant évidemment le plus grand but possible de la chose. Et puis là, quelques jours plus tard, le DG dit « Ah, bien finalement, ils vont revenir sur leur décision. » Et puis là, il devait y avoir, c'était prévu 6 heures un topo à Radio-Canada, en plein après-midi, on reçoit la nouvelle « Ah, non, finalement, c'est reporté parce que le DGE, ils sont en discussion, ils vont faire une sortie ce soir. » Sortie qui n'est jamais venue ce soir-là, et qui n'est jamais venue le lendemain, puis qui n'est jamais venue le jour après. Et puis, encore notre bon ami William Ray et Michel Moore de CUTV ont décidé d'aller voir le porte-parole du directeur général des élections pour lui poser quelques questions, pour essayer d'éclaircir un peu la chose en personne. Et puis, l'intégrale du vidéo est en ligne, ainsi qu'un edit plus court, où on le voit patauger dans ses comptes. Je peux même pas appeler ça du patinage, parce que la glace est fondue. C'est tellement n'importe quoi. Même, l'autre est bon, on dialogue, on essaie de comprendre ce que l'autre dit. Non, même en mettant de son côté, ça fait aucun sens, c'est une contradiction après l'autre. À l'œil, c'est professionnel, mais c'est bon, il enquête beaucoup. Là, il avait pris une décision, mais là, ils savent pas trop, mais là, ils ont pris une décision, mais là, ils sont en train d'y réfléchir, mais pendant ce temps-là, nous, on fait quoi, là? Ils ne sont pas venus sur notre décision, mais quelque chose comme une vidéo, comme les professionnels pour les Jeannettes, qui, entre autres choses, volaient les images d'un des membres de l'équipe de la Chambre des distractions. Ça, par exemple, c'est pas une campagne électorale du tout, parce que, allez savoir. Bref, ça, on en est encore là, mais en même temps, c'est une belle tribune parce que ça amène la chose sur le sujet, et puis ça révèle, puis sur le porte-parole du DGE, c'est le même porte-parole qui avait fait cette bourde de commentaires sur le référendum. Donc, le matin du vendredi, quand il y avait l'entrevue, il y avait des grands médias qui l'attendaient, qui le traquaient pour le griller là-dessus. Il était tellement content d'accueillir à bras ouverts CUTV et de dire « On est désolé, messieurs, j'ai une entrevue déjà. » Et donc, il a duré 4 fois plus longtemps qu'elle aurait duré autrement. Et donc là, bon, là, on a un cas, je peux parler à titre personnel, mais assez clairement, là, si c'était pas, je veux dire, si c'était seulement d'une certaine incompétence, je pense que ça aurait eu un peu de se régler il y a longtemps, mais clairement, c'est un peu vaseux ce qui se passe là, et puis je suis pas le seul à dire, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, pour être gentil, sur justement l'ingérence politique avec le directeur général des élections qu'on voit ici, mais tant mieux, parce que ça fait beaucoup fait parler de ça, beaucoup fait parler du rôle des médias, de qu'est-ce qu'est un média, c'est ça toute la question. Là-dessus, on a fait une sortie commune qui a été appuyée une centaine de personnes, des médias, du communautaire, militantisme, des communications, de la culture, qui a appuyé la lettre. Aujourd'hui, cet après-midi, il y a la Ligue des droits et libertés qui a appuyé cette sortie-là aussi. Donc, gros merci là-dessus. Et puis, ben, on voit où ça s'en va. Et puis bon, comment est-ce qu'on revient sur la commission populaire avec tout ça? Bon, ben, en haut, s'il y a des questions, voilà. C'est bien habitué de jouer des doubles rôles. Marco est aussi une des personnes qui s'implique dans le projet de commission populaire sur la répression politique. Donc, c'est une belle façon d'amener cette dernière portion plus officielle, je dirais, du 5 à 7. Quelques mots assez brefs sur c'est quoi la commission populaire, comment s'impliquer dedans, puis ensuite on va vous inviter à rester avec nous pour écouter de la toune, boire de la bière, puis jaser de façon informelle de tout ça. Avant de poursuivre, j'inviterai 2 militantes qui s'impliquent activement dans le projet de commission populaire, Anne, Dominique et Charlie, à venir sur scène avec moi parce qu'elles ont des petits mots à vous dire concernant différentes choses.
Alors, une commission populaire sur la répression politique qui va prendre son envol à partir du mois de juin. On va aller à Montréal et à Québec à partir du mois de juin. Au total, on veut voir 6 villes, 6 communautés. On parle de Sherbrooke, de Gatineau, de Mayo-Tenam, de Québec, de Montréal et de Kanisatake. Par contre, on a décidé de reporter les audiences dans les autres villes que Montréal et Québec un peu plus tard, à la fin de l'été ou au début de l'automne, histoire de bien organiser tout ça et de bien vivre les audiences à Montréal et à Québec, parce que c'est quand même beaucoup tout ça. Une commission populaire, qu'est-ce que ça a de différent d'une commission d'enquête, comme par exemple celle de Ménard? Bien, certainement pas le sérieux de la démarche. Certainement, par exemple, la façon de s'organiser, le financement, la façon de travailler, mais ça ne garantit en rien le fait qu'il n'y a aucune rigueur au projet. Donc, c'est un projet qui repose sur l'apport d'implication de différentes personnes, qui est supporté par un groupe qui s'appelle l'Association pour la liberté d'expression. Et on a décidé de former différents groupes de travail pour s'occuper des différents aspects de l'organisation. On a fondé un comité de mobilisation qui s'occupe de produire du matériel de mob, tout ça. On a créé un comité aussi qui s'occupe des communications, c'est-à-dire gérer lorsqu'il y a des réactions publiques à faire, lorsqu'il y a des médias, des entrevues, sites web. S'occuper aussi, ça fait partie de la réalité de la vie maintenant, des médias sociaux et tout le pataclan. On a aussi un comité qui s'occupe des commissaires, hein, bien évidemment, parce qu'une commission populaire, c'est entendu aussi par une équipe de commissaires. Il y a aussi tout un travail de recherche en arrière du travail du comité commissaire. Et il y a aussi un comité qui s'occupe de tous les aspects logistiques, de l'organisation locale aussi, parce que dans chaque ville où on veut qu'il y ait des audiences, on souhaite qu'il y ait un comité qui s'occupe de certains aspects de l'organisation locale. Donc, Charlie et Francine vont venir nous parler. Charlie pour le comité de mobilisation, Francine et Anne-Dominique, excusez-moi, et Anne-Dominique pour le comité commissaire. Je débaptise des gens ce soir. Donc, on ne vous dira pas tout de long et en large sur comment s'organiser, comment ça fonctionne dans la CPRP. Si vous voulez le savoir, il y a ce document-là. Puis le fait de nous parler aussi, mais je pense que l'idée, on est aussi venu ici pour prendre une bière et jaser de façon sympathique. Donc, on pourra faire ça ensuite si vous trouvez que cette présentation est incomplète. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Anne-Dominique. Alors, un petit mot sur le comité de recherche et d'appui au commissaire de la Commission populaire sur la répression politique. Peut-être juste pour mettre la table, vous dire un petit mot sur notre équipe de commissaires. En fait, Sophie parlait que... Non, ça va. Sophie disait que le projet de la Commission populaire visait à tenir des audiences publiques dans 6 villes du Québec. Et puis, pour ce projet-là, on peut compter sur un noyau dur de 3 commissaires permanents pour l'instant. Il s'agit de Céline Bello, qui est professeure à l'École de service social à l'Université de Montréal et chercheur au Centre international de criminologie comparée, de Francis Dupuy-Derry, qui est professeur et chercheur en sciences politiques à l'UQAM, et de Lucie Lemonde, qui est professeure et chercheur en droit à l'UQAM. Pour Québec aussi, parce que Québec, les audiences sont confirmées pour l'instant pour le mois de juin, on compte sur une commissaire locale qui est Véronique Laflamme du FRAPRU. Concernant notre démarche de recherche, en fait, nous, on part de l'idée que la répression politique puis le profilage politique au Québec depuis 1990, c'est pas le fait de quelques pommes pourries. C'est pas vrai que ce sont des cas isolés. En fait, il s'agit de conséquences de pratiques qui sont systématisées puis qu'il faut essayer de le démontrer. Plus particulièrement, les objectifs de la commission, c'est de donner une voix à ceux et celles qui sont ou ont été victimes de répression politique depuis 1990 et de collaborer à la rédaction d'un rapport qui va permettre de documenter des pratiques de répression politique depuis 1990, mais aussi de démontrer l'ampleur et les effets de la répression sur les groupes et les individus qui en sont la cible. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
présentement, on est dans, je dirais, on va rentrer dans un petit rush, mettons. Notre comité de recherche va surtout se pencher dans les prochains jours, prochaines semaines sur la planification de la tenue des audiences dans les 6 villes qui ont été ciblées par le projet et dans les invitations massives aux groupes et aux individus à venir témoigner ou à déposer un mémoire à la commission. Parallèlement à ça, on fait aussi du travail d'appui à la recherche. Donc, principalement, ces temps-ci, on est dans des demandes d'accès à l'information. Et en cours de projet, on va devoir s'impliquer beaucoup plus dans la synthèse et l'appui à la rédaction du rapport final. Donc, si nos activités vous intéressent, je vous inviterai à laisser votre nom et courriel. Il y a une petite liste derrière, c'est Benoît qui l'a, à la bière. Et on va vous recontacter très rapidement. Et puis sinon, ben, je vous invite aussi quand même à visiter notre site Internet et notre page Facebook pour avoir des informations sur le développement du projet. Présentement, je sais que sur le site Internet, il y a des informations sur les façons de s'impliquer dans la Commission populaire sur la répression politique, mais très prochainement, on aura aussi de l'information sur la façon de participer, donc de déposer un mémoire ou de venir témoigner au cours des audiences. Donc, voilà, c'est ça. Je laisse la parole à Charlie. Salut, bienvenue. Je suis contente finalement qu'il y ait pas mal plus de monde que je pensais. Moi, je fais partie du comité de mobilisation et la chose que je trouve la plus difficile à expliquer, c'est justement, c'est quoi la répression politique? C'est impossible à dire en quelques mots. La Commission populaire sur la répression politique, on veut atteindre monsieur, madame, tout le monde. Vraiment, parce que c'est pas juste le monde militant qui est touché, c'est vraiment toutes les personnes vivant finalement au Québec. Donc la façon la plus simple de les mobiliser pour qu'ils s'impliquent et ouvrir la lumière sur le fait qu'ils sont victimes de répression, bien, on a trouvé des mots synonymes. Alors la répression politique, c'est le fait de réprimer, de contenir, de réfréner, d'étouffer, et ça par la violence. Mais de la violence, il y en a de toutes sortes. Alors, il y a de la violence physique, il y a de la violence verbale, il y a de la violence financière, il y a de la violence psychologique. Maintenant, le gros problème de la CPRP, la Commission populaire sur la répression politique, est la mobilisation. On a besoin de gens pour mobber, de diffuser qui on est, partager toute activité qui va y avoir lieu. Bientôt, on va mettre en ligne justement le formulaire d'inscription pour témoigner pour les audiences. Donc, il va vraiment falloir avoir besoin de gens pour donner de l'information et c'est ce qu'on recherche le plus. Donc, ben, je vous remercie. C'est pas mal tout. Merci à vous deux. Donc, s'impliquer dans la CPRP, ça ne veut pas nécessairement dire aller dans des rencontres à chaque semaine. C'est possible de le faire aussi. On aime toujours ça, échanger avec des nouvelles personnes dans le cadre de nos rencontres. Mais si vous avez envie de nous donner un coup de main en tant que personne de l'ombre à faire des tâches, parfois que ce soit de mobilisation, de rédaction, de plein d'autres choses, il y a possibilité de s'impliquer de façon différente. Donc, on vous a parlé de nos commissaires, de nos commissaires permanents, de notre commissaire de Québec. Au cours des prochaines semaines, il y a beaucoup de choses qui vont se confirmer. Les commissaires locaux dans chacune des régions, les audiences dans chacune des régions. Donc, il y a les coordonnées de notre Facebook, de notre site web. Je vous invite à nous suivre. Je vous invite aussi à continuer de s'intéresser. Je vous invite à vous impliquer et à témoigner.